Lorsque Vincent Ropion évoque le doublage de Nicky Larson, celui-ci n'hésite pas à le qualifier de détournement. Un terme sans équivoque sur la nature réelle de la série, purgé d'une bonne partie de ses dialogues originels, de sa violence et de ses allusions sexuelles, lors de sa diffusion dans le Club Dorothée. Mais qui aura fait découvrir à pléthore d'adolescents l'univers imaginé par Tsukasa Ojo avec son manga City Hunter. En titrant son film Nicky Larson et non City Hunter, en annonçant le caméo de Dorothée, dont on se doutait facilement qu'elle ne serait pas la seule à venir nous faire un petit coucou, Philippe Lachaud a donc clairement dévoilé ses intentions. Son 4e long métrage ne sera pas une adaptation de City Hunter mais de Nicky Larson, soit, pour résumer, l'adaptation du détournement d'une série adaptée de City Hunter. Et oui, forcément, au bout d'un moment, ça se dilue. Bonjour les gens, aujourd'hui on parle donc très rapidement de Nicky Larson avant d'enchaîner sur Broly et ses potes. Alors, pourquoi avoir voulu réunir les deux films, au-delà du fait évidemment qu'ils se basent sur un manga connu? Tout simplement parce qu'à mon avis ils sont dans des démarches opposées, malgré un projet commun qui consiste fondamentalement à étendre un univers connu, c'est-à-dire adapter Nicky Larson en live d'un côté et réécrire l'histoire de Broly, entre autres, de l'autre. Sauf que là où Broly va en profiter pour complètement détruire les codes esthétiques de sa franchise, en proposant du coup quelque chose de neuf à son spectateur, Philippe Lachaud va d'abord sembler dans une démarche un peu plus passéiste, où seul compte finalement la nostalgie d'une époque révolue, avec tous les coups de coude complices et bien appuyés et très faciles surtout, que ça implique. En tout cas, c'est ce que je pensais que le film allait être avant d'avoir vu, mais il faut quand même que j'apporte une toute petite nuance. Parce qu'en grimant Mehdi Sadoun en inspecteur gadget, en demandant un demi à un personnage nommé Ranma, en faisant intervenir totalement gratuitement Tortue Géniale, Jean-Paul Césari ou Vincent Ropion, ou tout simplement en demandant l'entrée du bâtiment numéro C17, on dépasse largement le registre des easter eggs pour plonger droit dans le méta. C'est-à-dire avec des clins d'œil tellement nombreux, tellement évidents, tellement faciles et débiles, qu'on en vient presque à se demander si Philippe Lachaud ne fait justement pas exprès de se moquer de tous ces films qui font de la nostalgie un argument de vente. Alors, je vais pas vous cacher que je suis pas sûr du tout que ce soit une démarche volontaire et consciente, surtout de Philippe Lachaud, mais en même temps, vu que ça se situe droit dans la continuité de l'humour auquel il nous habituait jusque-là, donc dans les babysitting, dans alibi.com, c'est-à-dire un humour très, très ostentatoire, très con, et moi je dis ça, c'est pas péjoratif, j'aime beaucoup alibi.com par exemple, mais voilà, vu que ça se situe dans cette continuité, je vais faire comme si c'était volontaire et que ça taclait un petit peu les films doudou. Au pire, les qualités ne manquent pas. L'humour grivois cher au cinéaste sert à merveille les obsessions sexuelles de Nicky, Elodie Fontan est absolument parfaite dans le rôle de Laura, et le scénario a bien saisi la dynamique qui existait entre les deux. Le dernier acte est très réussi malgré une issue prévisible, et Lachaud propose quelques idées de mise en scène très sympas en matière d'action, dont une séquence en vue subjective qui brise la routine d'un long métrage essentiellement inconséquent. Et oui, avec son interprète principal qui provoque un sourire quand on est censé le prendre au sérieux, avec son récit introspectif interrompu parce qu'un personnage a envie de pisser, ou parce qu'il sacrifie exagérément les aventures de Nicky au profit de second couteau rarement drôles, Nicky Larson et le parfum de Cupidon voient régulièrement son humour se retourner contre lui. La démarche de Philippe Lachaud est sincère, mais peut-être trop. À vouloir à tout prix satisfaire son public et les amateurs de la série, le film ne sait pas sur quel pied danser, et détruit toute velléité de cohérence et de dramaturgie. Donc oui, on rigole parfois, oui, on pense souvent à Nicky Larson, mais on ne croit jamais dans l'existence de cet univers hybride. Comme si, par peur de déstabiliser une certaine catégorie de fans, la priorité n'était pas de raconter une histoire, mais de se donner une légitimité. Une légitimité qui passerait donc forcément par des renvois permanents à la série d'origine. Mais c'est bien là le problème. Parce qu'à partir du moment où tu as compris que le film allait restituer tout ce qu'il pouvait restituer de la série, y a plus de surprise. Parce que tout ce que tu attends arrive, et pile le moment où tu l'attends. Et puis surtout, parfois ça fonctionne pas. Parce que tu mets Footsteps sur une scène d'action par exemple. En soi, c'est cool. Sauf que pourquoi ça fonctionne pas? Parce que Footsteps, c'est quand même une chanson qui est très liée à la série, à son univers, à une imagerie 80s qui est celle du manga de Tsukasa Ojo, et qui est aussi celle de la production de la série d'origine. Donc forcément, quand tu la mets sur un film comme Nicky Larson, qui est très contemporain dans son univers, en plus à ce moment-là, qui est une scène d'action à la mise en scène très moderne, étant donné que c'est une séquence en vue subjective, la chanson elle a pas le même effet sur le film qu'elle pouvait l'avoir sur la série, parce que tu lis, la chanson a toute une imagerie qui n'existe pas dans le film. Donc fatalement, la chanson, c'est plus une chanson qui va transcender l'action en cours, qui va s'harmoniser avec, c'est juste une citation, c'est juste du fanservice débile et gratuit, qui fend en soi parce que la chanson est mortelle,
mais qui est juste là pour faire kiffer le nostalgique à moindre frais. Donc ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça regarde que moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Bref, trop programmatique, comme n'importe quel épisode de Nicky Larson, un humour tantôt réjouissant, tantôt complètement neuneux, comme dans n'importe quel épisode de Nicky Larson, une liaison parfois émouvante entre Nicky et Laura, comme dans pas mal d'épisodes de Nicky Larson, un sens de l'action plutôt cool et blindé des éléments comiques et sonores qu'on retrouve dans n'importe quel épisode de Nicky Larson, et ben Nicky Larson le film est plutôt une bonne adaptation de Nicky Larson la série. En tout cas, une bonne transposition. Ça c'est quand même une nuance qui doit être faite. Mais pris sous certains aspects, pas dans sa globalité parce que c'est quand même très Philippe Lachaud sur les bords, forcément. Mais sous certains aspects, le film pourrait tout à fait être considéré comme un épisode live de Nicky Larson. Sauf que voilà, est-ce qu'on a vraiment envie d'un épisode live de Nicky Larson en 2019 ? Rendre hommage à son passé est une chose, ne pas vouloir en sortir en est une autre. Être prisonnier de son passé est une image qui pourrait tout aussi bien s'appliquer à la franchise animée Dragon Ball. Sauf que là où l'emprise a tourné au syndrome de Stockholm pour la bande à Fifi, la bande à Nagamine a plutôt cherché à se libérer de ses chaînes, ou dans le cas présent de son collier. Et oui, quel personnage plus à propos que Broly pour représenter la condition actuelle de la saga. En tant que personnage à la puissance démesurée mais réprimée par son père, il est l'incarnation la plus parfaite d'une œuvre au potentiel mythologique et artistique immense, que bride pourtant une identité visuelle archaïque. Broly qui s'émancipe du joug de son créateur, c'est Tatsuya Nagamine, Naohiro Shintani et autres Yumihiko Umakoshi qui tuent le père, se libèrent de l'entrave esthétique de la franchise pour mieux la faire renaître et laisser éclater son énergie créative à la face du monde. Alors oui, les quelques soubresauts stylistiques aperçus dans le dernier tiers de Dragon Ball Super étaient sympas, on est d'accord. Il y a même quelques épisodes vraiment excellents que je remettrai avec plaisir. Maintenant, ça s'arrête là. Dragon Ball Super, c'était quand même très gênant à tous les niveaux. Alors que là, on te met d'emblée le teaser de Broly, tu sens qu'ils ont quelque chose de neuf à proposer. Tu sens qu'ils se sont posé les bonnes questions. Qu'ils ont regardé en arrière et qu'ils se sont dit que, ouais, à l'exception de quelques films, peut-être celui de Tapion, il n'y en a aucun qui ait l'ampleur esthétique d'un film de cinéma. C'est-à-dire que, à part la durée, et encore une fois, j'aime beaucoup certains films de Dragon Ball Z, c'est pas la question, mais à part la durée, il n'y a rien qui les différencie fondamentalement d'un épisode de la série. Alors que là, on te pose d'emblée les designs de Shintani, qui sont plus ronds, plus épurés, avec un trait plus fragile, et ouais, c'est ça qu'on veut. Moi, j'en ai rien à foutre que Broly devienne canon. Même Broly, je m'en tape à la limite, enfin, tu me mets un autre bourrin, c'est pareil. Mais si tu vas me chercher Broly, si tu me remets encore un peu de fanservice, bah, t'as intérêt à ce qu'il y ait des nouvelles idées de mise en scène. Parce que moi, j'ai envie de nouvelles sensations. Parce que, pour en revenir vite fait à Nicky Larson, donc, j'ai bossé mon sujet, donc j'ai maté pas mal d'interviews, dont celle qu'il a donnée au Comic Con en fin d'année dernière, avec Tsukasa Ojo. Et les questions que les gens lui posaient, c'était il y aura la massue, il y aura les corbeaux, est-ce qu'il y aura les musiques de l'animé? Et tu vois les réactions à la sortie du film, aux avant-premières de vendredi dernier, là, avec, sur Twitter ou sur YouTube, et les principales réactions que j'ai vues, c'était « Ah ouais, le film est génial parce que y a les musiques de l'animé, il y a la massue, il y a plein de clins d'œil, il y a un caméo de Dorothée. » Ok. Donc, c'est-à-dire que quand tu penses à City Hunter, au manga, tu penses à plein de choses. Tu vas pouvoir penser au film noir, quand tu penses à ses influences, au film noir, au film d'action, évidemment. Tu vas penser au polar hardboiled, à l'inspecteur Harry, à son univers sombre, parfois très violent, à la mélancolie de certaines scènes. Tu vas penser au découpage d'une classe absolue de Tsukasa Ojo, à ses personnages féminins torturés, évidemment. C'est pareil, dans le manga, t'as plusieurs chapitres qui se concentrent sur une actrice qui aime marcher pieds nus, et dont le sujet des chapitres, c'est un petit peu la mélancolie qu'elle éprouve. Ben, c'est la comtesse aux pieds nus, c'est le film de Mankiewicz. Donc tu sens que Ojo s'est nourri de tout ça. C'est nourri de tout un pan du cinéma américain, et pas qu'américain d'ailleurs, hein. Là vraiment je limite, je caricature. Mais tu sens qu'il s'est nourri de ça, et ce que les gens ont retenu, ce qu'ils veulent pour qualifier le film de bonne adaptation, en fait c'est les éléments les plus insignifiants des bouquins et de la série, quoi. C'est les corbeaux, c'est la massue, c'est Get Wild à la fin du film, avec Kaori qui court après Ryo Saiba, ce qui arrive, évidemment. Et putain, mais bon déjà, ça c'est pas une adaptation, c'est une transposition. Putain, City Hunter c'est quand même plus que ça, non? Enfin, pour quelqu'un qui se dit fan du manga, moi ça me fait chier en tout cas de voir que les gens limitent le manga à ça. Moi en tout cas, je veux être surpris. Je veux des nouveaux héros. Et si t'es pas capable ou si t'as pas envie de me donner des nouveaux héros, notamment dans le cas de Nicky Larson, vu que c'est une adaptation,
t'as intérêt à apporter quelque chose à cet univers. Je veux pas ce que j'ai déjà connu, je veux des nouvelles choses. Je veux que tu me fasses kiffer avec ces anciens héros, mais d'une nouvelle manière. Et ça, forcément, ça passe par la réal. Et pour en revenir à Broly, bordel à cul de pompe à merde, quel réal! À la manière de tous ces films ayant marqué leur franchise, Dragon Ball Super Broly est avant tout la révolution esthétique dont avaient besoin les spectateurs, de celle qui permettrait enfin de croire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à la possibilité de surprises sensorielles. Bon, hélas, de surprises purement scénaristiques, il n'en sera malheureusement toujours pas question. Si elle remplit à merveille sa fonction d'attache émotionnelle, l'origin story de la première moitié ne laisse aucun doute sur le sort réservé à Broly au final. Le personnage y est abusivement présenté comme torturé et incontrôlable malgré lui, quitte à répéter 150 fois l'origine de ses mots. L'empathie fonctionne, mais reste suggérée de manière trop évidente pour que la Toei puisse s'en passer à l'avenir. Vous vouliez Broly, vous l'avez réclamé, vous allez en bouffer pendant des lustres. Mais un scénario prévisible n'empêche en rien l'émotion, si tant est qu'un cinéaste soit aux commandes. Et avec sa photographie crépusculaire, voire solaire, ses ombres marquées et sa grammaire visuelle renouvelée, les premières minutes de Broly sont un régal pour les yeux et pour l'âme. La planète Vegeta n'a jamais été aussi belle, le commando Ginyu jamais aussi effrayant malgré son temps de présence à l'écran ne dépassant pas les 10 secondes, la fin d'un monde jamais aussi évidente. Et s'il est loin d'un Tenkaichen Jozo en matière de réappropriation auteuriste, le film se hisse très largement au niveau du film de Shigeyasu Yamauchi, dans cette démarche consistant à réinsuffler une vie à ses personnages. Par là, j'entends que Tatsuya Nagamine a fait des choix parfaits pour prendre son histoire au premier degré. Un truc tout con, c'est le commando Ginyu qui évidemment débarque, va faire sa pause, sa danse à la con là. Très belle danse. Et c'est cadré de dos. Et c'est tout con. Mais si tu cadres de face, bah tu te marres. Mais en cadrant de dos, bah tu sens qu'ils sont pas là pour rigoler les gars quoi. Et ça, c'est la substance qu'ils avaient à l'origine et qu'ils ont totalement perdu depuis les débuts du manga et de leur apparition. Les plans débulés, les très gros plans, c'est pareil, c'est tout bête, mais c'est quelque chose d'inhabituel dans la saga. Et tout le film, c'est plein de petits parties pris visuels comme ça, des petits éléments qui te font te dire alors ouais, l'histoire je la connais, mais on me donne enfin les moyens d'en ressentir les faibles enjeux pour le coup, mais de les ressentir quand même, et d'une nouvelle manière. Même si, il faut bien avouer qu'entre le récit de Badak, de Paragus, de Broly, ensuite la scène dans le vaisseau de Freezer, qui dure 5 minutes avec un mec bourré qui vient chercher des noises à Broly, qui sert absolument à rien cette scène, genre pas une seule seconde, tu peux te dire que tu peux caractériser Broly comme ça, c'est pas possible. Mais en fait, tu te rends compte que la scène elle servait juste à détruire le boîtier qui contrôle Broly. Mais ça, c'est une idée que tu pouvais faire passer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement surtout. T'as une scène pareille où Paragus part avec un personnage lambda vers la planète sur laquelle est Broly, et toute la séquence de vol, c'est simplement pour nous donner des informations qui nous ont déjà été données 2 secondes plus tôt. Donc c'est stupide. Et j'ai quand même trouvé le temps long, et ça fait chier. Après, je dois avouer que symboliquement, le fait de retourner aux origines de la saga à travers une nouvelle charte visuelle, donc c'est pareil, regarder vers le passé, enfin en tout cas lorgner vers le passé pour mieux regarder vers l'avenir, c'est quelque chose qui me parle. Pareil, quand tu mets le combat contre Broly sur un terrain de glace, donc sur un blanc immaculé, comme littéralement comme une page vierge sur laquelle on réécrirait tout, c'est-à-dire qu'on va écrire le combat contre Broly, mais à notre manière. C'est-à-dire on va te donner ce que tu veux, mais à notre sauce. Tu sais pas encore que c'est ça que tu as envie de voir. Et du coup, ça fait monter la pression. Et vu ce qu'il propose derrière, ça prend des proportions de malade. Moi, j'étais épuisé à la fin du film Broly. Je vous jure. Le Broly, c'est quand même 40 minutes de combat. C'était 40 minutes de branlette pour moi, quoi. C'était jouissif, putain. Oui, vous avez bien entendu. Broly, c'est une bonne quarantaine de minutes de combat, de transformation, de boules d'énergie, de tronches encastrées dans des rochers et de démolition de décors quasi ininterrompus. Comme si le film prenait tous les ingrédients typiques des shonen télévisuels et se torchait avec, à commencer par ces insupportables personnages témoins qui racontent ce qui se passe à l'écran, certes importants dans le cadre d'une production d'une série en flux tendu, mais injustifiable dans le cadre d'un long métrage. Ici, on n'utilise pas sa gueule pour l'ouvrir, mais pour se prendre des coups dessus. Mais si se mettre des nions dans la tronche, c'est bien, le faire avec classe, c'est mieux. Et un grand film de baston, qu'est-ce que ça mange? Et bah déjà, ça se renouvelle en permanence. Et quelle meilleure idée pour ça que Broly, personnage dont la puissance va augmenter au fur et à mesure du combat, donc forcer ses opposants à se transformer, et donc modifier la configuration en place. C'est brillant ce qui a été fait à ce niveau-là. Parce que tu vois Vegeta Super Saiyan, c'est un bourrin, donc combat au corps à corps, très vénère. Puis il passe en SSJ God, qui cette fois est plus serein, plus sûr de lui, plus orgueilleux. Donc ça se traduit par un affrontement où il joue la défensive, il va laisser Broly essayer de le toucher.
Ensuite, c'est Goku qui prend le relais. Mais à ce moment-là, Broly se transforme, donc on gagne encore une intensité. Plutôt que les boules d'énergie, il va par exemple vouloir broyer son adversaire. Ensuite, on passe à du 2 contre 1. Ensuite, c'est Freezer qui s'en prend plein la gueule alors qu'il a rien demandé. Donc ça apporte même un peu de tonalité comique qui va réguler le rythme du récit. Et Broly, c'est formidable à ce niveau-là. Ça pourrait lasser, mais comme chaque phase est différente de la précédente, t'es obligé d'appréhender de nouvelles choses et t'es galvanisé en permanence. Alors là encore, le film, c'est comme Nicky Larson, hein, c'est très programmatique. Donc tu sais que tel perso va se transformer, tu sais qu'il y en a un autre qui va débarquer dans pas longtemps, que les deux, un tel va se fighter avec l'autre. Donc en soi, le film Broly ne serait qu'un simple bon film s'il se limitait à tout ce que je viens de dire. Mais, fort heureusement, il y a une réal qui pète derrière, et qui a quand même beaucoup de choses à proposer en plus. Car après tout, si chaque phase a sa propre configuration, pourquoi ne pas pousser la logique jusqu'à laisser transparaître le style de chaque animateur? À la pluralité des styles de combat, répond donc la pluralité des identités artistiques, clairement différenciables d'une séquence à l'autre. Et quand on pense au peu d'écarts esthétiques que la franchise s'est permise depuis ses débuts, autant dire que voir une animation aussi protéiforme relève du miracle le plus total. Déjà en matière de rythme, le film se pose là. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont les transformations vont s'imbriquer dans le film. C'est-à-dire que t'as le schéma habituel normalement, où t'as un tel qui va se poser dans un coin, se transformer, l'adversaire le laisse faire, il se transforme pendant 3 minutes, la caméra lui tourne autour parce que c'est quand même la classe, et hop, le combat est reparti. Alors que là, pas du tout. Par exemple, quand Vegeta va passer de Super Saiyan à Super Saiyan God, ce sera en plein vol, ça va durer 5 secondes, et hop, on est reparti. Parce que forcément, en face, t'as Broly, donc c'est un gros bourrin qui a pas du tout l'intention de te laisser prendre le temps de te poser, quoi. Déjà, c'est fabuleux parce que ça permet en matière de rythme, et parce qu'en plus, on sait qu'après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va renouveler le combat, ça va donner une toute autre configuration au combat. Sauf que c'est fait avec une classe folle. Donc tu vas partir d'un gros plan sur le visage de Vegeta, ensuite il me semble que le champ va s'élargir, qui va tourner autour de Vegeta, avec le roi rouge qui commence à arriver, à la fin t'as Vegeta dans son intégralité qui prend une putain de pause, avec une classe fabuleuse, c'est super beau. C'est sublime, c'est beau, et surtout, on a affaire à des combats toujours lisibles. Sauf une certaine séquence avec un certain personnage, qui part sur une idée louable, et totalement pertinente, formellement parlant, c'est-à-dire que c'était un combat tellement démesuré, tellement ample, qu'on quitte totalement les décors naturels pour aller vers quelque chose de totalement psychédélique. Ok, mais c'est tellement surchargé de détails, c'est tellement baveux, avec des couleurs dégueulasses, avec une 3D complètement datée, mais c'est pas possible. Mais le flow finit par l'emporter. Avec sa caméra en perpétuel mouvement, sa mise en scène n'hésitant pas à jouer sur la profondeur, au point d'adopter quelques secondes de vue subjective, ses fortes perspectives, ses raccords invisibles donnant l'illusion de plan-séquence, ses déformations de visage, ses pupilles qui explosent, ses disproportions ponctuelles des corps, et autres parties pris d'animation servant toujours l'exaltation du moment, Dragon Ball Super Broly redonne à la franchise une raison d'être. Alors, je suis pas dupe, je suis persuadé que la série à venir, parce qu'il y aura forcément une série à venir, je vois pas qui peut en douter, va très vite rentrer dans le rang, et plutôt que de continuer sur cette voie esthétique, va, sans même parler de la virtuosité des combats, juste purement visuel, elle va très vite s'en éloigner pour retourner à quelque chose de plus basique, de plus rassurant finalement. Donc, j'ai peur que Dragon Ball Super Broly ne soit qu'une vague promesse, quoi. Mais nom de Dieu, quelle putain de promesse! Voilà les gens, merci beaucoup d'être restés jusqu'ici si vous êtes restés jusqu'ici. Pour résumer, Nicky Larson, ça n'a aucun intérêt si vous n'aimez ni Nicky Larson ni Philippe Lachaud. Dans le cas contraire, allez-y, vous ne serez pas du tout dépaysé. Dragon Ball Super Broly, c'est immanquable. Même si vous n'en avez rien à foutre de Dragon Ball, j'ai envie de dire, parce que c'est avant tout une expérience sensorielle. Donc, Dragon Ball ou pas, on s'en cogne. Pour le reste, abonnez-vous si vous voulez, laissez un pouce rouge, un pouce bleu, on s'en cogne. On se reverra, là aussi c'est pareil, on s'en fout, je sais pas de quoi on parlera, je ne sais pas quand, on s'en fiche. À la prochaine.